Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de nos débriefs d'actualité. Bonjour Varé. Ou à Koufou. Ou à Koufou. À Koufou. Bonjour à Koufou. Bonjour Théo Café. Et bonjour à vous tous. Alors, on a eu quelques réactions sur la première vidéo. Aujourd'hui, désolé, on a mis un peu de temps, on avait prévu d'en faire une, on avait dit qu'on a essayé d'en faire une tous les 15 jours. On est mal barré. On est mal barré, il va falloir qu'on y arrive. Si on arrive déjà à faire une par mois, ça sera bien. Ça sera déjà bien. Quel est le sommaire d'aujourd'hui? Alors le sommaire d'aujourd'hui, on va commencer par la politique, parce que vous savez que la rentrée scolaire est aussi une rentrée politique. Oui. Donc il y a plein de primaires chez les Verts, chez la gauche, chez la droite. Tous les côtés. Tous les côtés. On va parler aussi un peu de En Marche, parce que Édouard Philippe compte faire un micro-parti pour rallier des gens, pour ratisser à droite. Et un autre, je ne sais plus qui, de gauche, va ratisser à gauche et ils vont regrouper pour En Marche. Donc là, c'est plein, là on est en train d'avoir plein de micro-partis politiques, plein d'idées différentes. Donc on a plein de micro-partis politiques qui est un peu un genre d'élection présidentielle à l'avance avec plein de petits partis qui vont se regrouper et former des cloisons, quoi. Après, autre gros sujet, c'est le procès de l'attentat du 13 novembre, parce qu'on sait que là, en ce moment-là, Dupond-Moretti, qui était ex-avocat, qui faisait parler de lui tout le temps, qui est là maintenant ministre, il voulait assurer que, il savait très bien que ce procès va être un procès très médiatique, très politique, très montré du doigt, etc. Très rentrant dans l'histoire, donc il a voulu mettre beaucoup de budget pour qu'il y ait une salle qui soit à la hauteur du procès. Voilà, donc il y a tout un débat sur l'ancienne salle qu'il ne fallait pas qu'il y ait de marques ou laisser de traces dessus, donc ça a été un casse-tête pas possible pour le construire, donc on en parlera aussi. On parlera aussi du procès de l'attentat avec Salah Abdeslam. Salah Abdeslam. Voilà, et tout ça. Après, on fera un petit encart avec le pape qui va parler, parce que là en ce moment il passe en Hongrie et oui. Il est en désaccord, enfin c'est le pape en lui-même qui est en désaccord avec Viktor Orban sur sa politique, Viktor Orban est quand même un nationaliste. Oui. Donc, et on sait très bien que notre pape il est assez ouvert. Oui, bon, ensuite. Après il y a encore, c'est un peu de la politique, mais c'est Agnès Buzyn qui est mise en examen par rapport à la crise sanitaire, parce que c'était elle qui était ministre de la Santé. Après, il y a le fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec l'ouverture de la zone sécuritaire, sur la diversité, etc., les personnes handicapées. Enfin, il fait passer plein de choses maintenant voilà, il fait passer plein de choses. Tous les sujets qui n'y a pas de débat, en fait, il les fait passer, quoi. Après, on va passer sur l'Iran, avec l'autorisation de l'accord de surveillance nucléaire par les États-Unis. Il y a une sortie de Thomas Pesquet sur le changement de panneaux solaires, si vous en parlez. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste changer les panneaux solaires. Voilà. Je sais pas si vous les voyez là. C'est une sortie. Ils vont sortir par module là en dessous. Ils vont longer ici, ils vont venir là, il va changer. C'est une sortie voilà. Qui normalement il ne devait pas faire lui, ça devait être quelqu'un d'autre, notre astronome. Oui, mais il est malade. Voilà, et il faut voir que Thomas Pesquet est quand même l'un des plus aptes à sortir, puisqu'il est déjà à 2 sorties. 3, parce que depuis qu'il est arrivé, il a déjà fait une sortie, il en avait fait 2 lors de sa précédente mission. Il avait fait 2 sorties longues et compliquées. Et pourtant, ils avaient battu des records de rapidité. Donc, c'est un peu logique qu'on prenne un compétent pour le faire. Très bien, c'est un Français, on en parle. Mais enfin bon, ils ont juste pris l'un des mecs les plus compétents qui pouvait le remplacer et qui est formé aux sorties spatiales. Donc, voilà, ils ont pris Thomas Pesquet. C'est une information en soi qui ne mérite pas de débat, quoi. Et après, parler de cet été du débat qu'on a eu entre Elon Musk et Jeff Bezos sur leur fusée, leur construction de fusée et leur déboire qu'ils ont eu, parce qu'on sait qu'Elon Musk est en train de construire un tour de lancement chez SpaceX il est à la frontière du Mexique. Oui, je sais plus le nom, mais oui. Mais ça c'est pour la. D'ailleurs, tu sais la société
spatiale de Jeff Bezos. Alors, ils font leur lancement dans le Texas, au Texas. Ils sont pas loin non plus, ils sont dans le sud quand même. Ouais, ben oui, parce que je suis désolé, mais toutes les bases de lancement sont le plus proche possible de l'équateur pour consommer le moins possible de carburant. C'est pour ça que Kourou a un avantage, parce que c'est l'une des plus proches de l'équateur. Voilà pour le résumé de cette session de débat rentrée. Débat de la rentrée. Bon ben, débat début septembre. On siffle la fin des vacances et on va attaquer. Alors il y en a une qui, vu qu'il fait trop chaud, tourne à l'eau. Mais moi je reste à la tienne. Petite dédicace au Château Perché. Donc pour ce premier point, quel point exactement allons-nous aborder? Désolé. Donc la rentrée politique, donc les différentes primaires, donc de droite, de gauche. Oui, tous les congrès qu'il y a comme tous les ans de chaque parti. Voilà, c'est ça. Donc là, moi j'ai vu la primaire sur France Info. Primaire de quel parti? De gauche. Non, pas de gauche, les écologies et verts. Oh. Et donc il y avait... celui qui en ressort, c'est Yannick Jadot. C'est celui qui apparaît le plus crédible. Moi, il y en avait un autre qui avait l'air pas trop mal, mais je sais plus comment il s'appelle. Il y avait une fille aussi qui était toute à droite, mais alors, elle était pour l'écologie, mais l'écologie punitive, ouais. Oui. Mais que ça se ferait pas. Oui, c'est ce que je dis, c'est les bobos parisiens. D'ailleurs, si vous regardez les bobos parisiens, on vous salue, et sans être vulgaire, mais voilà, vous essayez vous nous pissez dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut. Donc ma réponse c'est la même. Hein. Vous passez votre temps dans une ville avec des transports très bien développés. On n'habite pas tous en pleine ville où on est tous au... Il y a 90% de la population française qui est obligée de prendre sa voiture pour se déplacer. Oui, et s'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de boulot. Oui, vous ne représentez pas la France. Voilà, vous représentez rien du tout. Là, une fois de plus, ils sont dans leur petit monde. En fait, depuis le début de la chaîne, c'est rare qu'on ne soit pas d'accord sur les trucs. Oui, je sais pas. Pour la gauche, il y a Anne Hidalgo. Oui, la maire de Paris. La maire de Paris, qui est quand même assez écologique. Ah oui, si vous voyez, on a de la compagnie. Qui fait assez chier d'ailleurs, les gens, à Paris. Ils en ont marre. Enfin bon, ils revotent quand même pour elle. Bah oui, parce qu'il y a personne d'autre de crédible. Donc, voilà. Donc Anne Hidalgo, elle se présente à la gauche. J'ai marqué droite, mais non, en fait, elle est de gauche. Ouais, preuve qu'elle est de gauche, c'est que tu l'identifies même pas comme telle. Bah non, moi j'ai fait pour moi c'est une suite de droite. Et toi, Isis, tu veux te présenter pour quel parti? Donc la gauche qui arrive pas à s'allier, parce qu'il y a eu différents partis de gauche, mais ils sont pour l'instant, ils se regardent les uns les autres. Ils savent très bien qu'ils gagneront pas s'ils s'allient pas. Et il n'y en a aucun qui sort de la tête de l'eau, donc voilà. Si, peut-être celle qui est passée de gauche, qui est en Occitanie, là. Ah, comment elle s'appelle? Notre présidente de région. Sandrine? Non, c'est pas Sandrine. Comment elle s'appelle? Quand même. Parce que moi non plus, je sais. Ah, mais voilà. Moi non plus. Tu fais le malin, voilà. Qui est aussi présidente de l'association des régions de France. Ouais. Donc c'est pas aussi réputé que quand tu es président de l'association des maires de France, mais c'est l'équivalent, quoi. C'est-à-dire qu'elle a quand même un poids au niveau national. Elle peut être consultée. Malheureusement, le fait que Anne Hidalgo parte faire candidat seule, ça la bloque un peu, mais Anne Hidalgo, elle est réputée. Si les régions françaises avaient le même poids que les régions allemandes ou italiennes, ne vous inquiétez pas que notre président de région, je pense que... Oui. Disons que c'est l'Occitanie, c'est l'une des régions dont on parle le moins en France, quoi. Derrière de JO. Ah d'ailleurs, voilà. Sujet qui manque, c'est les JO de Paris. No comment. Parce que je vais m'attaquer la foudre. Voilà, hein. Moi, je suis pas très chaud pour donner mon avis, parce que je vais me faire traiter de sudiste extrémiste, encore une fois. Du pro-chocolatine? Ouais, team chocolatine. Nos amis auvergnats, on vous salue, on vous embrasse. Parce que je sais que vous allez regarder ça. La team pain au chocolat et poche, ou je sais plus comment vous dites pour faire les courses. C'est un sac, je crois. Poche et sac? Ouais, c'est aussi ça. Parce qu'il y a d'autres débats en plus. Ouais. Ah ouais, on n'a pas fini. C'est comme carafe, pichet, bro. Ah ouais, on n'a pas fini. On n'a pas fini.
C'est la variété région française. Donc ouais, donc là, donc côté gauche, ça n'arrive pas à s'allier. Il n'y a pas d'homme fort qui ressort. Comme d'habitude, mais à droite non plus, ils n'y arrivent pas à s'allier. À droite, ils n'arrivent pas à s'allier. Et du coup, ça fait le jeu des deux leaders actuels, qui est l'extrême droite, Rassemblement National, et En Marche. Droite, et En Marche. Alors, je vais aborder d'abord l'extrême droite. Il faut savoir que l'extrême droite, depuis qu'ils ont changé de nom, qui s'appelle Rassemblement National, ils ont écumé beaucoup plus large maintenant, parce qu'ils prennent vraiment pas mal de la droite, il y a pas mal de la droite qui les rejoint. La droite dure en fait. En même temps, il y a eu le même phénomène, je te signale que Macron a vidangé, a siphonné une partie des voix de droite. Donc la droite centriste, preuve Modem, preuve Édouard Philippe, Bruno Le Maire, le ministre de l'Intérieur qui est un ancien de droite aussi. Il a siphonné des gens de droite qui n'étaient pas de la droite dure, qui est parti côté FN. Oui, FN, RN, c'est pareil, il y a une lettre près, FRN si vous préférez. Alors là j'ai une info capitale. Marine Le Pen, bien sûr, elle s'est présentée à l'élection, mais elle s'est décrochée du Rassemblement National pour ratisser plus large. Donc elle est sortie de son parti et elle a mis, je sais plus qui. Oui, elle a fait du Poutine, c'est-à-dire qu'elle a mis quelqu'un d'autre à la tête du parti. Oui, voilà. Mais que c'est toujours elle la chef du parti. Ouais. Après il y a Florent Philippot aussi qui a créé son micro-parti. Florian Philippot. Qui va aller vers le Rassemblement National par la suite. Oui. En fait c'est des micro-partis politiques qui rassemblent un peu des gens et qui après vont pas se présenter, ou alors ils vont se présenter mais vaguement, et dès qu'ils vont voir qu'ils ont passé de voix, ils vont se rallier à des courants en fait. Donc sûrement Rassemblement National pour certains, d'autres En Marche, ou d'autres La France Insoumise, ou d'autres le PS, voilà quoi. De toute manière, quand on sait la procédure pour être candidat au présidentiel, il faut déjà rassembler 500 signatures d'élus. C'est ça. 500 signatures, pas d'élus, de maires. Comment dire, il y a combien de maires en France? 36 000? Je sais plus. Je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus de pluralité si on voulait. C'est vraiment parce que y a des maires de petites communes qui sont dans un parti pour faire plaisir à leurs députés régionaux, députés des cantonales. C'est bon, je suis de droite, je suis de gauche, divers droite, divers gauche, bon, plus ou moins apparenté PS, UMP, enfin, non, comment ça s'appelle maintenant? C'est plus les UMP. Les Républicains. Ouais, les Républicains. Les Républicains. Non, les ripoux. En fait, le seul qui aurait pu rétablir les Républicains, ça aurait été soit Sarkozy, parce qu'en termes d'audience, en termes de popularité, il est pas mal, et l'autre c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe, il a dit que lui, il allait faire son micro-parti pour rejoindre En Marche, pour aider Macron en fait. Parce qu'il reste avec Macron. Bah oui, mais moi je serais pas étonné que Macron il repasse et qu'il mette Édouard Philippe en Premier ministre. On est la rebelote. Qui remettent comme à l'époque quoi. Et là, re-gilet jaune, et là, recrise sanitaire. Et là, c'est une boucle. Oui, non, mais si ça retombe un peu pareil, je te signale que ça tombera au moment des JO. Et bonjour, l'image de la France à l'international. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que moi, ces trucs, tous ces gens qui se disent, oui, il y en a un aussi dont on n'a pas parlé. Bon, il reste. On va abréger sur le sujet parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si on s'y intéresse, mais on est désabusé par tout ce milieu-là. Il y en a un qui se présente, c'est monsieur, ça m'arrache de la gorge et le reste pour le dire, monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour qui ne mérite pour tout bulletin de vote qu'une paire de torgnoles dans sa gueule. Comme l'a reçu notre cher président. Bon, il l'a reçu par un mec qui est un peu remarque quand même que tout le monde tape sur Zemmour, mais dès qu'il y en a qui affichent des panneaux sur Attal ou sur les autres juifs, ils sont traités d'antisémites. Moi, je critique Zemmour, il y a certains juifs qui sont propres et certains qui ne le sont pas. Non, non, ça n'a rien à voir avec sa religion, c'est ses propos. Il pourrait être catholique, je crois que je l'incendierais encore plus, je prendrais moins de pincettes.
Mais je prends des pincettes justement pour pas me faire traiter de facho. Mais franchement, c'est pas parce qu'il est juif que je le dénigre. Sa religion n'a aucune importance. C'est ses propos qui me gênent et son attitude. Tout comme un certain Dieudonné que t'aimes bien, ses propos, son attitude. J'aime bien son humour. Oui, mais alors son humour est très politisé et très pour amener vers un univers très conspi. Alors je regrette que Elie Moon et Dieudonné soient le symbole de la division et pas de l'union. Ils étaient le symbole de l'union, mais c'est vraiment une tragédie. Ils se sont séparés, c'est bien qu'il y avait une raison. C'est vraiment une tragédie, c'est ça. Donc pour conclure, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous avez un semblant de choix. Ne faites pas les cons, réfléchissez bien. Moi j'aime bien Poutou. Bon, je sais qu'il ne deviendra pas président, parce qu'il a sa touffe là, il manque des cheveux. Moi non plus. C'est une personnalité. Quand on est un président, on est aussi un homme qui représente. Oui, une représentation. Je suis désolé, mais... Tu vois Mélenchon représenter, toi? Mélenchon. Alors comment dire, pour plagier notre cher président actuel, Mélenchon était déjà sénateur quand moi j'étais gamin et que j'entendais mes parents parler de politique et ils disaient « Oh, ça fait longtemps qu'on le voit celui-là ». Donc, Mélenchon, aucune niette. Le seul pour moi qui est vraiment représentatif des Français, c'est Poutou. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrier et même il est au chômage parce que... C'est quoi son parti déjà? Le NPA, nouveau parti anticapitaliste, ex-Besancenot. C'est Besancenot et compagnie. Voilà, c'est l'équipe de Besancenot. En fait, c'est des ouvriers, quoi. Voilà, c'est des gens qui travaillent réellement. La poste, des gens qui travaillent. Voilà. Lui, il était chez Ford à Bordeaux et il s'est fait licencier parce que Ford... Il était syndiqué, en fait, hein, le mec. Il était syndicat. Oui, syndicat. Non, il n'était pas patron, il était dans un syndicat. Il était représentant syndical dans son usine. Et il faut voir que là, l'usine Ford, ils ont fermé alors que l'usine n'était pas déficitaire, quoi. Alors, Viktor Orban et le pape François? Ouais, François Ier. C'est François Ier? Ouais. Bah oui, c'est le premier François qui compte pas. Donc il s'appelle François Ier. Enfin, on l'appelle pas François, mais c'est dans l'histoire il deviendra. S'il y en a un deuxième, il sera François Ier. Papy François. Ouais, Papy François, qui est argentin, c'est un jésuite. Voilà. C'est très important pour beaucoup de choses, le fait qu'il soit jésuite. C'est le premier pape jésuite de l'histoire de la papauté, c'est très important. Les jésuites, je vais pas faire un cours d'histoire parce que les jésuites en fait sont des papes très progressistes, très scientifiques. Très ouverts sur la société, sur le monde actuel. Voilà, même s'il a des idées de son âge, parce qu'il doit avoir pas loin de 80 ans, donc oui, sur la PMA, le mariage pour tous. Ouais, il n'y est pas encore. Voilà, il a des idées. En fait, ça sera dans 40 ans qu'on aura un pape qui aura le même âge que nous, qui sera plus ouvert. Peut-être. Toutes les époques sont en lot de nouveautés et de progression et d'apprentissage et d'acceptation de la société. Oui, parce que quand on se souvient de ce qu'avaient dit Jean-Paul II et Benoît XVI, qui étaient des papes qui étaient nés pendant l'entre-deux, enfin Jean-Paul II qui était né pendant l'entre-deux-guerres, et Benoît XVI qui a connu toute sa jeunesse et son adolescence, qui a connu le Troisième Reich. Donc c'est sûr que quand on lui parlait de préservatif, que c'était d'abord un très bon outil, pas forcément que de contraception, en Afrique c'était surtout un très bon outil, surtout pour éviter la transmission du sida. Il fallait surtout voir ça. Et qu'il disait c'est l'instrument du diable. Ben oui, mais c'est des gens qui avaient 90 balais à ce moment-là, et c'était une maladie toute neuve, quoi, le sida. Pour eux, ils étaient un peu... Il y a encore dessus, hein. Voilà. C'est les Rubik's Cube de l'année, hein, je vois. Donc voilà, c'est un peu normal qu'il ne faut pas oublier ça, quoi. Donc là, Viktor Orban, parce que Victor, faut pas remettre dans le contexte, Viktor Orban a quand même... Orban. Oui, bon, on s'en fout. On s'en fout de ce gros-là. Bon, Viktor Orban, c'est chiant. Il est, voilà, c'est pas le match. D'ailleurs, on l'a vu dans le comité européen, quand on a fait un levée de fonds, etc., du point de vue social,
il a fait son show, quoi. C'est-à-dire qu'il a dit non, il a dit non à tout le monde. Il est allé dehors, il a fait une conférence de presse, il a parlé à tout le monde en disant non, je préserverai les intérêts de la Hongrie. Oui, c'est la Hongrie. De la Hongrie, etc. Et qu'il ne s'engagerait pas, etc. Et finalement, il a plié le genou comme tout le monde et il s'est dit, bah, finalement, le social, l'entraide européenne, c'est pas si mal. Bon. Oui, surtout parce que c'est surtout qu'il a vite compris que s'il n'aidait pas les autres... Ah, mais il dégageait l'Europe. S'il ne l'aidait pas, ben, la Hongrie, vu comme elle a besoin d'aide... Comment dire? Elle dégage l'Europe. La Hongrie, Orban, il veut se la jouer à l'anglaise. Sauf qu'il n'a pas les moyens économiques de se la jouer à l'anglaise. S'ils se sortent de l'Europe, ça va pas être folichon. Et puis il faut savoir que les Anglais, quand ils ont sorti de l'Europe, c'est pas parce qu'ils étaient anti-européens, etc. Les Anglais, ils font tout à l'envers de tout le monde. Faut savoir. Ils font tout à l'envers. Et puis il y a une chose importante, c'est que à Londres, ils avaient un groupe très, comment dire, pas capitaliste, mais qui faisait beaucoup de training, beaucoup de... Oui, non, c'est juste un quartier de Londres qui s'appelle la City, qui est une grosse place économique. Et financière. Et oui, économique, financière. Et en fait, ils pensaient qu'en sortant de l'Europe, ça tiendrait toujours. Sauf que la City est en train de se péter la gueule depuis qu'ils ont quitté l'Europe. Oui, et en fait, c'est une division interne en Angleterre. En Angleterre, c'est même pas le Royaume-Uni, c'est juste l'Angleterre, à la base, qui, entre on va dire, le rural, qui était contre ceux de la ville, et c'était un problème interne. Ah oui, oui, en fait, c'est un sujet complètement autre qui a servi de prétexte qui a servi pour montrer le marqueur de division entre l'Angleterre des campagnes et le Pays de Galles, et l'Angleterre qui est plus brassée, parce qu'il faut voir que ceux qui avaient, j'avais vu ça à l'époque, qui avaient voté contre le Brexit, c'était surtout la Cornouaille. C'est intéressant, parce que c'est une région agricole, mais aussi très maritime. La Cornouaille, les Écossais. C'est normal, ils avaient beaucoup d'accords avec les Européens. Voilà, les Écossais, les Nord-Irlandais et les Londoniens. Ainsi, Liverpool, Manchester aussi, ces grandes villes-là. Tu sais que le fait d'avoir le Brexit, etc., ça a ravivé la frontière Nord-Irlande. Oui, nord-irlandaise. Et il y a à nouveau des attaques. Des tensions. Non, il n'y a pas d'attaque. Oui, c'est pas ce qu'on a connu, nous, quand on était tout gamin, dans les années 80 et fin des années 80, début 90. Et j'en saute pas parce que c'était violent. C'était très violent. Il y a eu une chanson de YouTube à ce sujet-là, la guerre. Donc revenons à Viktor Orban, qui est anti-Rome, enfin, il le dit quasiment ouvertement. Anti-immigration. Oui. Et quasiment anti-Rome, parce que les 3/4 de l'immigration est Rome. Alors, faut pas qu'il oublie quand même que la Hongrie, c'est les restes de l'empire austro-hongrois, et il y a une partie de la Hongrie qui normalement devrait faire partie du territoire national autrichien. Ah oui, aussi. Donc, bon, je ne dirai pas plus parce que j'ai pas envie de... Voilà. Donc bref, le pape, il a boycotté Viktor Orban, c'est-à-dire qu'il est resté qu'une demi-heure avec lui. Et il a surtout... Boycotté, c'est s'il n'avait pas rencontré du tout, là. Non mais bon, il a vraiment fait le strict minimum pour pas poser trop de problèmes. Mais il a surtout fait un discours anti-urban, quoi. Voilà. Anti-urban, pour vraiment pousser les Hongrois à être dans l'acceptation des autres et pas être dans le nationalisme. Voilà, après il ne faut pas oublier que les Hongrois sont quand même issus d'un peuple très mélangé, entre des Tartares, oui, parce que les Tartares ils sont venus jusque-là. Les Magyars, ça, faut juste regarder l'histoire de la Hongrie, comment elle a été construite depuis que la Hongrie a été séparée de l'Autriche. Il faut juste regarder ça. Et il ne faut pas oublier que la Hongrie, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ne sont pas tout clean non plus. Explique. Alors, la Hongrie, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait l'unité magyare, parce que c'est le grand mot pour les Hongrois, on est des Magyars. Pour les fans de Formule 1, vous savez que le Grand Prix de Formule 1 en Hongrie s'appelle aussi le Grand Prix de... cette année, il s'appelle le Grand Prix Magyar.
ou c'était l'année dernière quand ils en ont fait, enfin bref. Tout ça pour dire que en fait, les nationalistes hongrois étaient très proches du National Socialistischen Partiten démocrate de Tonton Adolphe. Voilà. Donc, oui, c'est pas le seul pays qui a fréquenté l'ennemi. Non, mais c'est quel ennemi? C'est l'ennemi d'après toi. Faut voir que d'après moi, les Hongrois sont pas des ennemis. Déjà, les Hongrois sont des cousins pour moi, vu que je suis issu de, c'est des cousins pour moi, vu que je suis issu d'une immigration multi-européenne avec... Toi, t'es vraiment européen. Ouais, enfin de ce coin-là de l'Europe, puisque parents italo-autrichiens, donc forcément... Je suis sûr que t'as des origines un peu anglaises d'un parent... Non, non, va des rétro, Satanas. Ah, je suis sûr jamais de l'anglais. Irlande ou par là-bas. Non, non. Irlandais à la rigueur. Écossais, je veux bien. Écossais, irlandais, je veux bien. Enfin, du Royaume-Uni. Non, non, mais pas anglaise. Les Anglais, ce sont des traîtres et la perfide albiole, je peux... La guerre de 100 ans est finie, Thibaut. Il n'y a pas que la guerre de 100 ans. Il y a la guerre de 30 ans aussi. Bon. Et la guerre de 7 ans. Est-ce que c'est bon pour la Hongrie? Viktor Orban. Oui, Viktor Orban, j'ai rien à dire de plus, hormis que ce monsieur ne mérite pas d'être à la tête de son pays, mais les gens ont été assez stupides. Je te rappelle qu'on a Trump. Enfin, qu'on a eu Trump en Amérique. Trump, pour info, moi j'ai pas voté pour lui. Hein. Non, mais il était républicain. Et alors? Et il était nationaliste de son pays. Hitler aussi a respecté la loi. Hein, si on va par là. Hein? Hitler a été élu, il est arrivé au pouvoir de façon tout à fait démocratique. Hein? Ça aussi, hein? Sujet suivant? Le sujet suivant, c'est Agnès Buzyn, je crois, et la crise sanitaire. En fait, elle est mise en examen. En fait, elle est mise en examen, mais c'est surtout une étude, pas que sur Agnès Buzyn, sur le gouvernement actuel, comment ils ont géré la crise sanitaire. Crise sanitaire, parce que ça a quand même soufflé fort. Ils ont quand même eu peur, et c'est une très bonne chose qu'ils ont eu peur. Ça les a fait réagir. Et pour une fois, on a eu de la vraie politique d'action. C'était peut-être la première fois dans notre vie qu'on a eu une politique d'action où vraiment les politiques se sont bougés le cul. Ils n'ont pas dormi et ils ont bossé, vraiment. T'as eu une alerte France Info là? Ouais, on s'en fout. Après, moi je vais dire ce que j'en pense, mais enfin bon, on va pas s'appesantir là-dessus. Donc il parle de les masques. Voilà, elle est mise en examen, mais Agnès Buzyn, dans l'histoire, elle est autant responsable que quand Fabius avait été mis en examen et condamné dans l'histoire du sang contaminé, dans les années 80, c'est à l'époque où il était ministre, ou Premier ministre de Mitterrand, donc ça vous ramène dans les années 80, 83-84. Donc en fait, comme quand comment il s'appelait celui-là, un bras droit de Chirac, Juppé, quand Juppé avait été condamné pour les malversations de Chirac quand Chirac était à la mairie de Paris avant d'être élu président. En fait, que ce soit Fabius qui a servi de lampiste, il a servi de fusible, Juppé a servi de fusible aussi pour pas que ce soit Chirac qui soit condamné. Sarkozy, c'est bien, Sarkozy ça a été le premier où il n'y a pas eu de fusible pour, mais enfin bon. Agnès Buzyn, c'est le fusible. Et Agnès Buzyn, elle va servir de fusible pour protéger le président, le premier ministre de l'époque. Ouais, le président, c'est notre président actuel, M. Macron, et M. Édouard Philippe, qui était le premier ministre à l'époque. Ouais. Mais ils servent de fusible, tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui portent plainte. Mais les politiques, ils font des erreurs, comme tout le monde. Mais là, des erreurs sur crise sanitaire, ça coûte des vies. Oui. Ah, je suis désolé, c'est pas rien quand même. Ça a coûté des vies, je suis d'accord avec toi. Mais on peut les condamner, mais ça ne changera rien. C'est que qu'est-ce que les gens qui leur font des reproches auraient fait dans ce genre de circonstances? Ah non, ils n'auraient pas fait mieux. Ils n'auraient pas fait mieux, voire ils auraient fait pire. Oui. À commencer... Ouais, quand on voit les anti-vax. Ouais, on va pas repasser là-dessus. On va pas reparler de ça. Si, moi je dis vaccinez-vous. Si vous voulez mourir
En fait, c'est très bien, c'est votre problème. En fait, non, vous assumez les conséquences, mais vous n'en faites pas payer les conséquences aux autres. Je comprends le débat de l'anti-vax, de dire oui, c'est des trucs expérimentaux, machin, ou de dire on peut pas faire confiance au gouvernement. C'est vrai, le gouvernement a fait que de la merde depuis le début. Il s'est délégitimé naturellement. Mais comme tout gouvernement en situation de crise. Désolé, mais pour les masques, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on n'avait pas de masque. Ah bah c'est pas grave. Maintenant qu'ils ont des masques, ils se disent ah bah maintenant c'est important. Ils ont mal géré. Mais à leur place, est-ce qu'on aurait fait mieux? Tous les donneurs de leçons, est-ce qu'ils auraient fait mieux à leur place, quoi? Beaucoup ont dit que le problème de l'État, c'est qu'ils n'avaient pas prévu à l'avance les choses. Ils faisaient à tâtons par rapport aux événements, ils réagissaient aux événements qui arrivaient. C'est-à-dire qu'ils marchaient sur des œufs tout le temps. Oui, mais parce qu'ils n'avaient pas de visibilité. La seule visibilité qu'on avait, c'est quand on comparait au pays d'à côté, où on avait quoi, 3 semaines, maximum 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois si on prenait exemple sur la Chine, mais la Chine gérait ça différemment parce que c'est un régime totalitaire. Donc c'était vraiment pas évident. Je veux pas les dénigrer toutes les responsabilités, je veux juste qu'on remette les choses dans leur contexte. Il faut pas rêver, il y a eu des morts parce qu'ils ont dirigé comme ils pouvaient, quoi. Ils n'ont pas forcément le mieux agi, et comme d'habitude, quand il y a une crise ou quand il y a un problème, c'est toujours ceux qui sont au turbin, qui sont au travail, qui sont sur le terrain, qui font tout le travail, qui font tout, et les étages, et là-haut, ça fait ce que ça peut, ça suit combien ça peut. Et rappelle-toi, Roselyne Bachelot, quand on avait la menace d'avoir une pandémie de grippe aviaire, c'était en 2007, qui commande trop de masques, les fameux masques ont été jetés, qui commande trop de vaccins, mais si on avait eu la pandémie, on aurait bien été content de les avoir. Donc elle avait anticipé, parce qu'elle sentait la menace arriver, mais finalement il n'y a pas eu de menace. Donc je pense qu'en fait... Elle s'est fait taper les dessus. Elle s'est fait taper dessus, on lui ressort encore l'histoire. Mais c'est... Ils sont pas devins. Ils sont pas devins. Et ils ont beau faire... En plus, elle, la pharmacienne, elle savait qu'il faudrait 2 doses. Donc elle avait commandé assez de vaccins pour tout le monde. Et le truc, c'est que ça serait arrivé, elle serait une héroïne. Elle aurait pu même être élue présidente, quoi. Après, on peut quand même dire que dans d'autres pays ou dans d'autres circonstances, il y a eu beaucoup de médecins, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit on a laissé mourir les gens atteints du Covid, c'est-à-dire qu'on les a classés. C'est-à-dire que ceux qui étaient déjà pas condamnés, mais qui étaient trop fragiles, on les a directement condamnés, on les a déjà dit vous êtes morts. Oui. On se concentre que sur ceux qu'on peut... Après ça c'est une théorie, est-ce que ça s'est réellement passé? Ça se peut quand dans certains hôpitaux ils aient fait de la médecine de guerre, parce que ça c'est ce qu'on appelle de la médecine de guerre. Après, est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils n'avaient pas beaucoup de place, ils n'avaient pas beaucoup de respirateurs et qu'ils ont dû faire au mieux? Faut voir ça aussi. Mais après, Agnès Buzyn, qu'est-ce qu'elle y peut? Elle se retrouve à hériter d'une situation de crise. Elle a eu des nuits blanches en plus. Elle a hérité d'une situation de crise. C'est comme le ministre de la Santé actuel, qui est médecin. Olivier Véran, qui est médecin à la base. Il se retrouve à gérer des situations de crise avec tout ce que tout le service, en sachant que il y a tout le corps médical qui gueule. Parce qu'ils gueulent, vraiment. Parce que ça fait 20 ans qu'on les défonce pour soi-disant assainir l'État. Mais la santé n'a pas à être rentable. À payer pour gérer, pour rembourser les conneries de gestion économique que font nos dirigeants. Tu vois, dans notre prochain mandat, ils vont tout faire pour repartir sur un budget stable et tout. Et taper sur la médecine. La médecine, l'éducation, tout. Voilà. Alors que c'est des points de dépense qui ne devraient jamais toucher, c'est-à-dire la santé, l'éducation et la sécurité des gens. La sécurité, je la fais passer qu'en 3e. Après, il y a le social aussi, tout ce qui est les aides et compagnie. Oui, mais ça fait partie. Un État ne peut pas être rentable en soi. Un État n'est pas une entreprise. Faut arrêter de voir. Ils veulent que ça soit que le compte soit positif. Faut arrêter de voir. Ça c'est le dogme en Europe qu'on a des pays du Nord. Un pays. La Suède, la Norvège, ils sont en positif. Pourquoi? Parce qu'ils exportent énormément et ils importent très peu et ils sont pas nombreux.
Voilà, parce qu'ils sont pas nombreux. Et ils exportent beaucoup. Et parce qu'ils ont peu d'immigration aussi. C'est comme les Émirats arabes. Ils ont de la richesse par le pétrole. Voilà. Les autres, ils ont la richesse par le bois. Par le bois, par le saumon, par plein d'exportations. Le saumon. L'élevage du saumon, oui, en Suède et Norvège, c'est une manne. Hein. Bon ben voilà, hein, qu'est-ce qu'on n'a rien d'autre à dire. Donc, non mais si, j'ai envie de rajouter quand même que cette période de crise a fait du bien, c'est-à-dire que pour une fois on a eu des vrais politiques qui ont fait la politique d'action, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment été au turbin, ils ont vraiment sué, ils ont vraiment eu la goutte, ils ont pris des risques, ils avaient des vies dans leurs mains, ils ont vraiment fait la vraie politique, ce que la politique devrait être. Pas comme Flamby qui a fait du vas-y que je te pousse et puis dès que ça gueule un peu je reviens en arrière, je la passe par dessous par le tapis ou je manigance comme ça et au final il n'y a rien qui se passe. Oui. Après il n'a pas eu à gérer une situation de crise aussi, va-t-on savoir comment il aurait réagi lui. Lui, il m'aurait fait peur je pense. Hein. Voilà. Non, Macron pour ça il a été bien. Alors, le sujet suivant, on reste toujours dans l'espace, je crois, parce que tu voulais nous parler de la rivalité, parce que c'est pas une guerre, entre Elon Musk et Jeff Bezos. C'est ça. Alors, détaille-nous ça, parce que je vois pas trop ce que tu voulais dire, parce qu'actuellement, il n'y a pas trop de news. Alors, cet été, t'es pas passé à côté du vol de Jeff Bezos qui est parti dans l'espace. Blue Origin, enfin. Blue Origin qui est parti. Enfin, le premier vol habité. Avec le plus jeune astronaute. Oui, et la plus âgée. Qui était censé être. Je crois son frère ou son copain. Il y a eu le frère de Jeff Bezos. Voilà, et Jeff Bezos. Alors, Jeff Bezos, son frère, une dame, dont j'oublie le nom, j'ai honte, moi qui suis un abonné aux chaînes de Stardust, Hugo Lisoire, Technique Spatiale et Astrono Geek, qui suit l'actualité spatiale. Vraiment, merci les frères Lisoire toutes les semaines de nous faire ce point-là. J'ai oublié le nom de cette dame, et je sais qu'elle a énormément contribué à la recherche spatiale. Et le plus jeune, en fait, c'est un Néerlandais, c'est son père qui lui a payé, parce que c'est des passionnés dans cette famille-là d'espace. Et la place a été vendue aux enchères sur Amazon. Et il faut voir que l'argent, on a dit ce qu'on voulait sur l'argent, je crois que je l'ai dit dans la précédente vidéo, tout l'argent part à des œuvres caritatives. L'argent ne part à aucun moment à Blue Origin ou à Jeff Bezos. Alors il faut savoir que la communication entre Elon Musk et Jeff Bezos, que c'est vraiment ça la plus grande différence entre Jeff Bezos et Elon Musk. Ah oui. C'est que Elon Musk, dès qu'il a un truc, dès qu'il fait caca ou quoi, il tweet, il les balance il en fait des caisses. Et Jeff Bezos, lui, il travaille dans son coin, muet. Il dit rien sur Blue Origin. Il faut savoir quand même qu'au niveau notoriété, beaucoup aiment bien Elon Musk parce qu'il passe pour un grand philanthrope, alors que va bosser dans les entreprises d'Elon Musk, vous allez voir que ça cravache dur et que les conditions de travail sont très dures. Ça n'a rien à voir avec les gens qui travaillent. Récemment, j'ai vu un article passer. Il était tout en anglais, ça fait que j'ai pas tout compris, mais heureusement il y avait des petites parties traduites c'était en italien. Heureusement mon italien est encore correct à la compréhension, surtout à la lecture, j'arrive à très bien le comprendre. C'était la version italienne de la revue officielle du monde du spatial, la revue américaine qui s'appelle, je suis désolé. Et en fait, il y a 2 employés qui ont bossé chez SpaceX jusqu'à il y a 1 an, jusqu'à il y a 2 ans, et qui depuis ont démissionné parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient fatigués. Et voulant rester dans le spatial, ils ont proposé leur CV à la NASA, à différentes entreprises et à Blue Origin. Et Blue Origin les a recrutés et ils disent le confort de travail n'a rien à voir. Ils ont passé de conditions où on leur donne les moyens, mais on leur en demande de donner tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire plus de vie de famille,
De quoi, plus de santé. Chez SpaceX, ils n'en pouvaient plus. Alors certes, c'est très gratifiant parce que la paye est très bonne, à des conditions où ils gagnent moins chez Blue Origin, mais alors ils ont un confort de travail qui est inégalable, où ils ont leur vie de famille qui est ultra importante, leur confort mental, leur santé mentale et leur santé physique est très importante pour l'entreprise de Blue Origin, mais c'est Blue Origin qui communique très peu, qui annonce très rarement. Là on a eu un gros battage médiatique pour le lancement parce que c'est même pas Blue Origin qui faisait ce battage médiatique, c'est tous les gens autour, les observateurs qui faisaient le battage médiatique. Quand même que Jeff Bezos, il a beaucoup d'ennemis. Pourquoi? Parce que, voilà. Alors que c'est le plus philanthropique. Oui, mais pourquoi Elon Musk, il a pas autant d'ennemis? Parce qu'il vend des voitures électriques. Non. Excuse-moi, mais il fait des budgets, il a des entreprises qui font la concurrence, mais sur d'autres domaines. Jeff Bezos, il est dans quel domaine? Il est dans la grande distribution. Amazon, c'est la grande distribution capitaliste. Et il a en opposition, il a quoi? Leclerc, Carrefour, Auchan, il a tous les grands français. Pas que les grands français, tous les grands dans chaque pays. Voilà. Parce que c'est les familles les plus puissantes de France. Non, le groupe Carrefour, le groupe Leclerc, le groupe Auchan, ce sont des groupes à l'international. Hein. T'as des Auchan, t'as des Leclerc, t'as des Carrefour un peu partout à travers le monde. C'est des hypermarchés, c'est des gros trusts internationaux maintenant. Oui, mais je veux dire, c'est de la puissance française. Oui. Et ces gens-là, ils ont énormément de pouvoir médiatique. Après, je peux pas dire qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour discréditer Amazon. Regarde comme Amazon a été déglingué comparé à Cdiscount. Alors que c'est le même principe. Oui, parce que c'est pas forcément mieux les conditions de travail chez Cdiscount que chez Amazon. C'est Casino, c'est Cdiscount. C'est Casino. C'est le groupe Carrefour. Ah bah oui, mais là ils vont pas taper dessus. Pourquoi? Ah bah oui. C'est les intérêts. Preuve, moi j'écoute souvent une radio le matin quand je vais au travail pour avoir les infos, qui s'appelle Radio Classique. J'ai déjà entendu le patron de Cdiscount parler, dire « Oui, nous on est plus éthique, machin ». Que je sache qu'il y a eu des reportages dans les conditions de travail dans votre entreprise, c'est pas mieux que chez Amazon, hein, c'est pareil. Donc c'est pareil si ce n'est pire. Voilà, donc faut arrêter. Et quand Varé disait le plus Akufou disait soi-disant le plus philanthrope c'est Elon Musk. Elon Musk, faut pas oublier qu'il a fait fortune grâce à PayPal. C'est-à-dire plus ou moins de la banque. Ouais, et PayPal, ils ont plein de dossiers, ils ont plein de casseroles au cul parce qu'ils ont eu des problèmes. C'est lui le créateur, c'est lui qui a vendu ça. Faut pas oublier qu'il reste actionnaire de PayPal, le monsieur. Ouais. Donc, quand on nous dit que Elon Musk, regardez, il vit avec pas grand-chose. En apparence, parce que vu son compte en banque, s'il veut se payer une baraque à 10 millions... il a eu plusieurs baraques qu'il investit, il avait un patrimoine immobilier qu'il avait partout et il avait fructifié tout son argent. D'ailleurs, il a tout revendu maintenant pour avoir des nouveaux fonds pour construire sa fameuse plateforme de lancement. Oui, alors sa fameuse plateforme de lancement, c'est pour sa fameuse fusée, parce qu'il sait très bien que sa fameuse fusée, la NASA va pas le subventionner. La seule fusée, il y en a une qui est en construction qui va bientôt être tirée, et il me tarde de la voir, c'est la SLS de la NASA, qui va être le Space Launch System. Et c'est de qui ça? Ça c'est NASA avec Boeing pour la capsule, et je sais plus qui, Rocket Lab je crois qu'il y a, et Lockheed Martin. Tu m'as dit Boeing ou Airbus? Boeing, non, Airbus aux États-Unis, comment dire? Non, oui. Je rappelle qu'il y a une grosse guerre entre Boeing, oui, ils sont pas les bienvenus. Voilà. Pas bienvenus. Donc ouais, c'est donc j'en étais pour la SLS, la nouvelle fusée de la NASA, pour pouvoir mettre en orbite des capsules, notamment la capsule de chez Boeing, et aussi pour aller jusqu'à la Lune. C'est toujours le projet lunaire avec la station Orion autour de la Lune, la station orbitale autour de la Lune. Et après, il y aura la fusée qui intéresse énormément la NASA, qui est la nouvelle fusée de Blue Origin, qui va être là, vu qu'on est à la New Glenn, ça va être non, on est à New Shepard, ça va être la New Glenn justement. La New Glenn sera une fusée
single stage to orbit, c'est-à-dire un seul étage pour aller en orbite réutilisable, contrairement à SpaceX qui n'a pas une fusée réutilisable. Il n'y a que 50% qui est réutilisable, c'est-à-dire il n'y a que le premier étage, le deuxième étage n'est pas réutilisable. La Blue Origin sera 100% réutilisable, et ensuite il y aura la New Armstrong qui arrivera, et la New Armstrong sera faite pour aller directement sur la Lune. Ça sera un vol direct pour la Lune, et ça sera un double ou triple étage avec ces fameux moteurs qu'utilisent énormément Blue Origin, qu'ils ont mis beaucoup de temps à le développer, et ça fonctionne très bien, c'est leur moteur à hydrogène. Si vous pouvez voir déjà des décollages de la New Shepard, regardez, c'est impressionnant. En fait, il faut voir qu'Elon Musk et Jeff Bezos, ça a vraiment été le lièvre et la tortue, quoi. Elon Musk, c'est vraiment le lièvre, il a tout mis devant, il a couru, il est parti comme une balle dès le début. Et Jeff Bezos, il a pris peut-être plus de temps en termes de recherche, en termes de travail et tout, il a peut-être mis plus de temps à démarrer, etc. Mais le résultat est en train de rattraper largement son retard. Et là, maintenant, il rattrape son retard. Et lui, qui est Elon Musk, qui a tracé, ben maintenant, il va être séché par... il est un peu au point mort parce qu'au final, ils ont fait une fusée. Ils ont la Falcon 9, la Falcon 9. Parle, hein. Le Faucon... Il voyait être les 25 minutes. Hein? Vous voyez être les 25 minutes là. Voilà, le Faucon, l'actuel, qui sert à envoyer à l'ISS, à mettre des trucs en orbite, c'est bien. Mais après, leur seconde fusée, qui est la Falcon Heavy, en fait c'est juste trois Falcon 9 avec un second étage sur celle du milieu. Tandis que chez Blue Origin, ils vont avoir la New Shepard pour le tourisme. C'est juste pouf, un petit saut dans l'espace. Ils ont... Ils vont avoir la New Glenn pour mettre en orbite. Et la New Armstrong pour aller jusque sur la Lune. Voilà. Je parle aussi d'une chose, c'est Virgin. Virgin, ils ont fait un décollage, ça y est, ils ont fait leur vol spatial, etc. Ouais. Sauf que la fédération de l'aviation, qui fait les contrôles de vol, ils ont dénoncé que en fait leur vol avait dévié pendant 1 minute à un angle beaucoup trop grand pour la sécurité et que l'avion a failli exploser en vol. Donc il y a une enquête, les avions de Virgin sont cloués au sol et Virgin a déjà commencé à démentir l'enquête, mais ils vont pas pouvoir se dérouper et ça va puer pour leurs fesses et pendant 6 mois ils vont cravacher, je pense, pour régler les problèmes. Plus que 6 mois, là c'est un coup à 1 an, 2 ans de travail pour régler le problème. Donc ça va leur coûter des facturations. Oui, parce que commence à être un peu assez au final, le seul qui est bon pour faire du tourisme spatial, c'est Blue Origin. Donc, et le dernier point que tu voulais aborder, c'est les JO de Paris. Donc on a vu tous à peu près... Les JO de Paris en 2024. Beaucoup ont vu les JO au Japon, à Tokyo. Les JO de Tokyo se sont quand même bien passés, on a ramené pas mal de médailles. Et l'introduction au JO de Paris était pas mal, la vidéo qui était retransmise était bien. Avec une partie en direct. C'était une partie en direct. Et là, moi j'ai vu la clôture, où ils ont fait pour le handicap, justement. Et il y avait un mec qui était cloué dans son lit, et il dirigeait tout avec les yeux. Et c'est lui qui a mis l'ambiance, qui a ambiancé le stade où il faisait la récupération du... Ah, pour la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Des Jeux Paralympiques. Et j'ai trouvé ça génial, moi. Je trouvais ça génial. Donc c'était vraiment chouette. Il y avait aussi une publicité, bien sûr, de Paris. Donc ils ont montré Paris avec un vélo, une fille à vélo qui faisait du BMX, je crois. Qui faisait plein de sports. Et puis, donc c'était chouette. C'était chouette. Ouais, en fait, ils ont fait plus ou moins la même vidéo que pour les valides, quoi. Que ce soit pour les Paralympiques ou pour les valides. Non, je crois que c'était autre... Enfin, je sais plus ce que c'était, mais franchement, c'est une bonne pub. Donc maintenant, il faut qu'ils arrivent au JO de Paris à arriver à être à la hauteur. Alors, ce qu'on sait, c'est comment il s'appelle qui gère? C'est Tony Estanguet, le président de Paris 2024. Tony Estanguet, triple champion olympique de kayak, de canot et kayak, qui est de Pau, qui est un Béarnais. Dont son frère a été médaillé olympique aussi. C'est une très grande famille de sportifs et de séistes.
on dit des séistes. Et Tony Estanguet a d'ailleurs créé un centre à Pau, enfin du côté de Pau, pour faire des sports en eau vive, qui mérite de... Il va falloir qu'on y aille, vu que c'est pas très loin pour nous, il va falloir qu'on y aille chez Tony Estanguet. Mais moi après, comment dire, je veux pas faire polémique, parce qu'après de toute manière notre vidéo fait pas assez de vues pour qu'on fasse polémique, mais je trouve ça un peu dégoûtant quoi, puisque alors on entend tout, j'entends que c'est des jeux Paris 2024, donc Paris, ok. Sauf qu'on ne va pas dire après qu'on veut que ce soit les jeux de tous les Français, quand on voit que on met à Paris quasiment tous les sports. Le hand va être à Lille, une grosse partie du handball va être à Lille. Ouais. Le foot va être en partie à Marseille. La voile va être à Marseille. Alors que Marseille et la voile, comment dire, le vent en été, en Méditerranée. Ils ont vu un port, je dis voilà. Voilà, on va mettre la voile. C'est pas la Bretagne. Le gros fournisseur des grands spécialistes de la voile en France, c'est la Bretagne. Hein. Les grands navigateurs français, la plupart, ils sont tous basés en Bretagne. Ouais. Le kayak, bon, je veux bien qu'ils aient impératif, mais enfin bon, je pense que Tony Estanguet n'a pas eu trop son mot à dire sur ça, mais le kayak, putain, à Pau quoi. On a le surf à Tahiti quand même. Ah oui, le surf en Polynésie. Et le Pays Basque, vous en faites quoi? Qui accueille tous les ans une manche de la Coupe du Monde de surf. Hein? Bon, ils ont choisi une belle vague qui est réputée en Tahiti. Oui, ben je suis désolé. C'est pour promouvoir à Osgore aussi. Non, mais c'est pour promouvoir la... C'est de la politique, c'est pour promouvoir les ultramarins. Oui, mais qui est allé promouvoir? Pourquoi pas promouvoir le Sud-Ouest? Pourquoi pas promouvoir les Pyrénées ou les Alpes pour le cyclisme? Hein? Et que je sache, le rugby... Parce qu'ils ont un budget, oui. Ils ne peuvent pas les déroger. Oui, mais alors, le rugby à 7, Toulouse, je veux bien que ce soit une terre de rugby à 15, mais il y a un club de 13 aussi. Il y a le Toulouse Olympique. Il y a les Dragons catalans. Après, ce qu'ils ont voulu, c'est être une carte postale, c'est-à-dire promouvoir la France. La France, c'est pas que Paris. Hein. Promouvoir la France avec des lieux emblématiques de Paris. Oui. Donc, ils vont faire des tribunes devant la Tour Eiffel, ils vont faire des trucs dans le Grand Palais, ils vont faire des trucs à Versailles, ils vont faire des castes à Versailles. L'équitation à Versailles, oui. Voilà, ils vont utiliser les monuments emblématiques de Paris pour promouvoir la ville et promouvoir... Même si l'équitation, c'est très bien que ce soit à Versailles, mais il y a un endroit qui est surnommé le Versailles du cheval en France, qui s'appelle le Haras du Pin en Normandie, qui a accueilli les Jeux équestres internationaux, qui est l'équivalent des Jeux olympiques, mais pour l'équitation, qui regroupe toutes les équitations, toutes les épreuves. C'était magnifique, c'était il y a 10 ans, c'était super. Ouais, c'était en 2014 en plus, ouais, 10 ans avant les Jeux olympiques. C'était magnifique. Discipline, ça c'est juste un coup de gueule de ma part, discipline qui mériterait d'être discipline olympique parce que c'est vraiment super sympa à voir, c'est le cross-country avec des attelages. C'est quoi? Le cross-country à cheval. Quoi? Ah, un moteur à cheval. J'espère que vous voyez tous ce que c'est que le cross-country à cheval. C'est un parcours naturel avec des obstacles à passer, des rivières, tout ça. Ça se fait c'est un parcours naturel. Pareil, enfin ça les obstacles à passer, il y a les cours d'eau, il y a les virages et tout. Pareil, mais avec soit un attelage double, soit quadruple, avec des chevaux de trait. Un attelage, c'est super sympa à voir, c'est très fun, et ça mériterait d'être de discipline olympique aussi. Et bien voilà, on va finir sur cette touche de créativité. Au lieu de nous mettre du breakdance. Il n'aime pas le breakdance. Moi j'aime bien le breakdance, c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait cette histoire. Ouais, mais enfin moi je vois, c'est de la danse. La danse classique n'est pas discipline olympique. Pas plus que le trial, pas plus que la moto. Non, parce que c'est des sports en moteur. Et ils y ont pensé à un moment donné au JO d'intégrer les sports moteurs, mais ça faisait beaucoup de sports intégrés en plus. Et du coup, beaucoup plus cher à financer pour financer les JO. Parce que vous pensez que chaque pays qui héberge les JO, ils ont un budget pour financer les JO. Et plus on met de sport dans les JO,
plus le budget augmente. Bah, combien il y a de jeunes qui pratiquent réellement, par exemple, le baseball, le golf. Je suis désolé, mais hormis aux États-Unis, où le baseball, ouais, le golf, c'est un sport de riche. Allez m'expliquer en quoi ça intéresse. Dites-moi le nombre de gens qui regardent le golf à la télé, aux Jeux Olympiques. Moi, quand j'y tombe dessus, je zappe. Le tennis, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a à foutre? On a des magnifiques épreuves internationales, de magnifiques épreuves, mais montrez-nous des sports. L'escalade arrivée cette année, c'était très bien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est voir des sports de pays que pas européens, américains. Des pays genre la Thaïlande, ou genre. Et quel sport? Genre la Mongole, ou, bah, la lutte. Ou en Afrique. La lutte mongole. Ou je sais pas, des trucs en Afrique, tu vois, d'autres pays, des trucs qu'on connaît pas, quoi. Que vraiment, on soit pas dans une. Parce que tu vois, la majorité des sports, c'est des sports européens, américains. Les Jeux Olympiques. Olympie, c'est où? C'est en Grèce. Et la Grèce, c'est où? En Europe. Voilà. Quelle est la culture plus ou moins dominante au niveau des sports enfin, quel est le style de culture qui envoie ces sports partout dans le monde? C'est la culture nord-atlantique. Nord-atlantique, c'est pour regrouper l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est les sports, voilà. Oui, mais les Jeux Olympiques ont vocation internationale. Ah ben à la base, c'était surtout les pays qui participaient. Au début, c'était surtout des pays, les pays soi-disant développés de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Et les pays qui avaient un lourd passé colonial, quoi. Qui était bien style l'Amérique du Sud. Oui, qui avait du fric, quoi. Voilà. Mais c'est pas du tout les pays d'Afrique qui avaient droit au chapitre. Les pays d'Afrique, ils étaient surtout des colonies. Qui pourvoyeurs de sprinteurs, de trucs comme ça, ou de boxeurs. Bah, d'ailleurs, c'est un Italien qui a gagné en sprint. Ouais. C'est qui gagnait d'habitude? C'est les Jamaïcains? Les Jamaïcains ou Américains ou des Antilles par là-bas. Ah bon, après c'est un Italien qui a la double nationalité, qui est américain et italien. Et vu qu'il a été refusé en sélection américaine, allez, je vais prendre la nationalité de mes grands-parents italiens. Bon, on va clôturer. Voilà. Bah, tout ça pour conclure que les JO 2024, on va la regarder quand même. moi je m'étais hypé, je voulais aller voir des épreuves en pensant qu'il y aurait des épreuves ici, finalement, ici dans le sud-ouest. Finalement, hormis l'équitation, si on peut y aller à Versailles, on ira. Sinon, on regardera la télé. Sinon, le reste, ça peut être une catastrophe au niveau mondial. J'en ai rien à faire. Voilà, j'en aurai rien à faire. Et pour moi, ça sera pas... vu ce que la France va en faire de ces JO, ça, ouais, non, je suis plus ou moins dégoûté. Voilà. Moi, je suis contente que les JO se passent en France. Ça fait rayonner la France. Et c'est une occasion de rattraper notre retard d'un point de vue tourisme, parce que la France est un des plus beaux pays au monde. Mais les Français sont capables de le faire valoir. Donc, ce qui fait qu'on est complètement nul en tourisme, alors qu'on devrait être les premiers. Bah, en même temps, il faudrait peut-être que les Français, pour attirer les touristes dans leur pays, il faudrait déjà qu'ils les accueillent mieux ici, et que... Et pour conclure, donc, je dirais que c'est pour ça que, vu qu'on passe pour des gros cons à l'international, c'est pour ça que moi, quand je voyage à l'étranger, je faisais valoir ma nationalité italienne parce que j'avais pas envie d'être mis dans le même sac que les gros cons, les gros bofs de français. Voilà. Je sais pas pour toi, moi j'ai la chance d'avoir une double nationalité, toi. Bah moi je suis française, hein, donc j'ai pas le choix. Donc t'as pas le choix, t'étais obligé de... Je passe pour une grosse bof à chaque fois. Voilà. Moi j'ai la chance de pouvoir jouer et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui... Comme nul en langue aussi, on est nul en langue et ça tout le monde le sait. Ah ouais. Et ils se moquent bien de nous. Oui, bon ça c'est plus humoristique que ça reste gentil. Mais après, les Français, notamment quand vous allez dans des pays
moi, pour avoir vécu quelques années en Italie... Anglo-saxon déjà. Voilà. Ou même juste à côté en Italie, que vous y allez à style pays conquis. Pour info, Napoléon l'a foutu dehors, un coup de latte dans le cul. Hein. Je suis désolé, mais il y a un peu plus de 2000 ans, c'est les ancêtres italiens qui sont venus vous foutre une pétée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui vont visiter l'Italie. Oui, et qui se comportent comme des gros bofs, des gros bouseux. Ouais. C'est pour ça que quand j'entendais parler français, moi, quand je vivais en Italie, je me barrais le plus loin possible d'eux, pour pas que, si j'avais le malheur de parler un moment français, pour pas qu'ils viennent me voir et me demander des trucs, parce que j'avais honte de leur attitude. À jeter ses déchets partout, à pas respecter.